Mais maintenant, j'invite à nous rejoindre sur scène François Perrois, grand voyageur devant l'éternel, qui a fait donc un petit tour du monde pour vous présenter un benchmark de la présence sur Internet des offices de tourisme internationaux. Alors donc, on va faire ce petit tour avec François selon des fonctionnalités, selon des possibilités, surtout pour les internautes. Donc c'est quand même vu par l'œil de l'internaute, du touristonaute, comme l'appelle Pierre. Et donc, voilà, je te laisse. Juste, Ludo, le compte Twitter, puisqu'on nous le demande, François Perrois, c'est FPerrois, FPE2ROY. Voilà. Bien, bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver pour ce voyage autour de notre planète. Et pourtant, elle tourne. Mais c'est pas une vision encyclopédique qu'on vous a proposée, c'est une sélection. Parce qu'elle tourne très vite, y compris sur le monde du web. On est plutôt allé regarder les sites, évidemment institutionnels d'office de tourisme, que l'ensemble de la panoplie des outils web à disposition, avec évidemment quelques choix qui vont porter sur un certain nombre de régions et de pays du monde. Je voulais juste vous dire avant, à propos de ce titre benchmark international, donc benchmark c'est une comparaison ajustée, à des fins, on va dire, d'évolution qualitative et internationale. Je voulais vous dire quand même que si on reproduit cet exercice de ce benchmark international, on aura des surprises dans les années qui viennent. Aujourd'hui, ce benchmark, il est principalement dédié aux pays d'Europe, d'Amérique du Nord, d'Amérique latine, d'Océanie et un tout petit peu d'Asie, un tout petit peu. On a regardé ce qui se passait sur la Turquie, des destinations du Proche-Orient, sur la Grande Asie, sur l'Afrique. On ne voit pas encore poindre beaucoup de choses très significatives, mais on fait le pari que dans 2-3 ans, ça sera vraiment un benchmark carrément planétaire qu'on pourra vous proposer. Je voulais vous dire à ce titre qu'en 2015, selon une donnée internationale, 93% de la classe moyenne mondiale, 93%, vivra dans les pays émergents. 93% des gens qui ont suffisamment de budget pour partir en excursion, en week-end ou en vacances. En 2000, ce taux était de 56%. Donc ça veut dire que le caractère international va vraiment s'affirmer de manière très significative. Donc en préambule, je voulais dire que ce benchmark, il est finalement déjà un tout petit peu ancien, il est occidental, même si on l'a fait dans les semaines passées, mais il sera extrêmement évolutif. Et je voudrais citer l'excellent génie génial Steve Jobs dans un mémo, une conférence qu'il avait faite à Stanford en 2005, où il disait à ses troupes et à des étudiants, évidemment, de l'université de Stanford, « Stay hungry, stay foolish », soyez affamés, soyez fous. Ce benchmark international, il révèle également un très grand appétit de la part des institutionnels du tourisme à l'égard des marchés touristiques. Alors je vous souhaite donc un bon voyage pour une petite demi-heure, un petit 40 minutes d'intervention sur le sujet, où on a passé au crible une vingtaine de sites d'office de tourisme, avec des passages au crible très divers. Vous en verrez 3 premiers qui ont été passés au tamis d'une grille d'audit qu'on a mis au point. Ça prend un peu de temps et on en a ensuite d'autres qui ont été benchmarkés de manière plus rapide. Donc on voyagera, comme je vous l'ai dit, de l'Europe vers l'Amérique, plutôt on aura un mix entre Amérique du Nord, Amérique du Sud, Océanie et Europe. Ce qui nous a vraiment guidés dans ce travail, c'est l'attention accordée aux prospects, aux touristes, avant l'innovation, même si on ne l'a pas omise. On aura quelques sites qui révèlent quelques savoirs techno, mais il nous semble que l'empathie est aujourd'hui dominante sur la plupart des sites institutionnels, et c'est elle qui a un peu guidé nos recherches, l'empathie à l'égard des visiteurs. Alors, on a plusieurs chapitres. Le premier, on l'a nommé ergonomie, en quelque sorte. On a bien réfléchi à l'ergonomie et à l'organisation.
avec un premier regard sur le site de l'Office de tourisme de la cité, de la capitale danoise Copenhague, où vous allez observer une présentation en bloc avec un menu qui est présent, quelles que soient les pages sur lesquelles on se dirige. Et aussi, on a bien aimé une sélection de suggestions pour découvrir un top 10 qui nous paraît pertinent. Et enfin, on découvre une segmentation adaptée avec un profilage des visiteurs. Alors parfois, on ira se balader sur quelques-uns des sites et d'autres fois, vous les verrez, vous aurez les liens. Vous aurez... bah écoute, il est pas... On va le redémarrer. Hop. Et si... D'accord, il lui faut un peu de temps. Visite Copenhagen, donc avec un système par bloc et puis des méga titres qui vont être en rappel tout au long du site, ce qui a une finalité évidemment de simplicité, de confort, de rassurance pour le visiteur. On est dans un outil dans lequel on a une espèce de constitution ergonomique qui est rappelée du début à la fin du site, si tant est qu'un site ait un début et une fin, mais on retrouve ce bandeau en permanence qui nous paraît bien utile. Et ensuite, on va se retrouver avec des blocs extrêmement pratiques, en descente et extrêmement lisibles et également avec des suggestions qui sont bien mises en valeur. On a, nous, bien aimé ce site Visite Copenhague, qui donne vraiment envie d'y aller et qui fonctionne autant pour les touristes, nous semble-t-il, que pour les résidents danois. Vous pourrez avoir accès à l'ensemble de ces sites. Le top 10 attractions également est un chapitrage de suggestions bien pratiques, puisqu'on part du principe qu'évidemment, on ne connaît pas une destination et qu'on n'y entre pas seulement par des mots-clés, on y entre aussi par un mix de textes, d'images, d'accroches sympas. Charlotte est une ville de l'ouest des États-Unis, avec de nombreuses entreprises high-tech, universités. C'est une destination pas forcément très courue par les Américains. En revanche, la côte Est s'y retrouve de temps en temps. Et on a un bassin de population aussi très axé sur des loisirs de pleine nature. Donc avec un site qui nous paraît un peu intéressant, avec un centre de homepage qui est libéré par une barre qu'on va regarder, une barre de défilement de suggestions, avec quelques faiblesses également. Charlotte arrive, bienvenue Charlotte, voilà. Donc avec cette barre qui nous paraît intéressante parce qu'elle nous amène à chaque fois à découvrir des activités, des sites. D'emblée, on est pris dans un mouvement, c'est un mouvement médiatique en quelque sorte, qui nous paraît bien pratique d'accès. Alors après, bon, le site souffre de quelques défauts, on trouve, mais cet accès en slide bar nous paraît bien attractif. Bon, rien d'autre à dire de particulier sur ce site. Évidemment, vous le verrez, la plupart des sites institutionnels matérialisent aussi une entrée souvent vers l'App Store, pour une application, voire plusieurs sous iPhone, mais pas que, mais en majorité. Et évidemment, les liens avec les réseaux sociaux. Donc Charlotte nous paraît bien intéressant. Et on change de continent avec le site de Singapour. En Asie, ça nous paraît difficile aujourd'hui de trouver des sites extrêmement convaincants. Alors Tokyo, par exemple, a une certaine puissance, mais on le trouve assez conventionnel. Singapour, j'oserais dire que c'est un site qui ose un certain nombre de choses et qui, moi, me fait penser qu'un OT peut être un TO. Un office de tourisme peut être un tour opérateur. C'est un peu le parti pris, me semble-t-il,
des gestionnaires du site de l'OT de Singapour, avec d'abord un recours volontaire au noir, ce qui est en matière de communication un parti pris fort, assez peu usité, et d'emblée un outil un trip planner, donc un outil de planification de son séjour, qui est parfaitement mis en avant dès les premières pages. Ce site de Singapour fonctionne par une série de modules, une série de modules qui sont des invitations aux activités, à la consommation dans le ventre du site, et sur la partie droite, évidemment, la partie qui permet d'alimenter le moteur de construction de son séjour et de son voyage. Donc Singapour aujourd'hui nous paraît être le site qui en Asie a des qualités intéressantes à observer, à analyser, avec un certain nombre de parallèles avec un grand nombre de nos sites institutionnels européens. Alors notre évaluation, je vous la fais très vite. On a mis au point avec nos amis ici présents de Touristique une grille partagée qui pose sur 100 critères d'analyse des contenus, de l'ergonomie et des contenus, du rubricage, du graphisme également, des sites web touristiques et principalement institutionnels. Cette grille, elle suppose un temps de travail un peu long et on l'a utilisée pour les 3 sites que je viens de vous présenter très rapidement, avec une évaluation pour chacun d'eux. Et il nous semble, quand on fait l'analyse de ces 100 critères, que Copenhague arrive très largement en tête, et ce n'est pas une note subjective, c'est une note qui est portée par les additions des résultats de chacune des composantes de notre grille, avec un atout fort sur l'ergonomie, et en revanche, quelques points faibles. On ne trouve pas spontanément les coordonnées de l'OT. Finalement, est-ce si important que ça, puisqu'on a des outils à disposition pour réserver, consommer et payer en direct. Singapour en deuxième niveau, avec une organisation en bloc qui nous paraît bien satisfaisante pour trouver absolument tout ce qu'il y a d'intéressant dès la homepage. En revanche, une carence en matière de cartographie. Et Charlotte en 3e position, avec 15 sur 20, avec finalement assez peu de hiérarchisation dans les informations proposées. Sur Charlotte, je vais faire un parallèle avec des sites qu'on n'a pas présentés ici, mais que nous aimons bien et qu'on vous indique malgré tout pour que vous puissiez les analyser. On aime beaucoup le site de Vancouver, au Canada, dans sa version mix française et anglaise, par sa simplicité et le choix d'accès et le choix iconographique qui est fait. Les photos sortent vraiment bien, on est dedans. C'est-à-dire c'est du grand spectacle, c'est du panorama, on est en situation et ça nous paraît être un site extrêmement réussi. En Floride, il y a une petite station qu'on avait présentée aux rencontres de la MOPAD d'Anglet au mois de mai, qui est Saint-Pétersbourg, qui est une petite station balnéaire qui mise vraiment sur une approche commerciale avec beaucoup d'offres, de deals promotionnels, où là, on a un mariage de sites institutionnels avec les prestataires privés. La partie tour opérateur de l'OT de Singapour, qui est assez bien maîtrisée, et proposée là davantage en partenariat avec les privés. Et puis pour sa partie très humaine, en quelque sorte, très animation aussi urbaine, on aime beaucoup le site de Philadelphie. Voilà pour trois sites complémentaires nord-américains. Évidemment, on le citera tout à l'heure, mais on n'oublie pas notre site québécois, mais on le retrouvera dans la partie communautaire. Alors maintenant, je passe à des analyses plus rapides d'autres sites, des sites qui prennent en main le visiteur, l'internaute, pour l'aider à organiser son séjour
Et on doit dire que du côté de l'Australie, de l'Océanie, on est assez fort là-dessus. Alors, est-ce que c'est une culture d'autonomie qui induit ce genre de service? On est loin, on est au bout du monde, on se prend en charge. Ou est-ce que c'est un sens accru du service à l'égard des touristes? C'est-à-dire qu'on considère que le touriste est le nerf de la guerre. On a finalement plus à attendre de lui que de propositions qu'on pourrait lui faire. C'est finalement à lui de prendre la main pour être en quelque sorte l'acteur de son séjour, l'acteur de son voyage. Alors, sur le site de l'Australie, plusieurs éléments intéressants. Un système de planification du voyage, avec un tri de possibilités d'itinéraires par région, assez facile d'accès parce qu'on a une carte sous les yeux, on va le voir. De mon point de vue, assez difficilement compréhensible quand même, si on n'a pas une connaissance fine en amont de ce que l'on peut trouver et de ce que l'on peut attendre des États composant l'Australie. Et ce planificateur permet de créer sa propre liste de vœux pour formuler son carnet du voyageur. Autre indication, c'est un site méga 16 neuvième, méga panorama, méga grand écran, donc qui perd un petit peu si on n'y prête pas attention, mais qui a l'avantage d'être particulièrement innovant justement dans son approche ergonomique. Alors, on a donc un site qui flotte un petit peu, là, voilà, on peut monter, très bien, parfait, et on peut évidemment faire appel aux destinations qui sont à la fois localisées ici et matérialisées sur une carte. Et de mémoire, on avait regardé quelque chose sur la région d'Adélaïde qui doit se retrouver, je ne sais plus où, tout en bas, peu importe. On va regarder sur Sydney. Et donc, on a des possibilités de création d'itinéraires à partir de là. C'est la carte qui est prioritaire, c'est la garde qui nous guide en quelque sorte. Et on va pouvoir bénéficier d'informations, de recommandations et d'un cheminement. C'est comme un guide de voyage, un roadbook, un cheminement pour aller du point A au point Z, si on le souhaite, en passant par les différentes micro-destinations qui composent cet outil de création de son itinéraire, sur lequel on peut déterminer la durée qui nous intéresse et évidemment enrichir son panier pour passer à l'action. Donc ce site est assez intéressant parce qu'il rend, à notre sens, de vrais services aux voyageurs, pour ne pas reprendre un terme galvaudé ces jours-ci, à l'impétrant au voyage touristique en Australie. L'Australie du Sud, toujours dans l'Océanie, offre lui un avantage, alors plusieurs avantages, mais ce qui nous a intéressé, c'est l'utilisation d'une carte qui se déplie et qui a quelques intérêts. Mais on y voit aussi une faiblesse dans ce site. On est sur la home ici, du site de l'Australie du Sud, donc État au sein de l'État australien. La partie RESA, moteur de recherche, est perdue là, dans ce bandeau, ce qui, de notre point de vue, n'est pas d'une grande lisibilité. On a accès à des possibilités d'identification de points sur lesquels on va découvrir des choses qui nous intéressent à partir de cette carte. Voilà. Donc on a une home très sobre également, extrêmement sobre. Alors on retrouve assez souvent, et ça c'est une observation que nous on trouve astucieuse, c'est la bonne suggestion. Alors il y a les promos évidemment, mais il y a aussi les coups de cœur, le top 10, le top 5. On a un certain nombre de sites institutionnels qui le font. C'est assez pratique parce que ça guide finalement celui qui n'a pas grande idée. Et ça nous met aussi dans la conviction que désormais,
On va retrouver sur un même plateau à peu près les mêmes ingrédients à 50-50 entre les qualités intrinsèques d'une destination, ce qui fait la richesse d'une destination, ces qualités de découverte patrimoniale, savoureuse, d'activité, etc., l'expérience que l'on va en tirer, c'est-à-dire le bénéfice pour le consommateur, et d'autre part les attributs reconnus de cette destination à distance pour décider de s'y rendre, c'est-à-dire les attributs fonctionnels. On a un peu le sentiment que plus on avance, ça c'est valable quelles que soient les destinations, plus le paquet expérientiel prend le dessus sur les qualités traditionnellement géographiques affectées à la requête touristique. Alors, on le voit ici. Alors, je reviens sur notre carte qui est matérialisée de la sorte. À partir de là, on peut organiser sa recherche et se retrouver avec des fiches prêtes à consommation sur les collines de la région d'Adélaïde, avec des itinéraires, des suggestions, l'organisation pratique du voyage et des renvois sur d'autres aspects pour aller plus loin. Je voudrais terminer sur ce site du sud australien par la qualité aussi iconographique, où pour nous, on l'observe vraiment dans ces sites d'Océanie, que ce qui soit néo-zélandais, australien, américain du Nord également. L'iconographie est en général extrêmement raffinée, extrêmement bien choisie. Elle est porteuse de l'émotion qui incite à aller à l'action. Je veux dire par là qu'on n'est pas sur de la photo démonstrative, patrimoniale, figée, on est sur de la photo de gens en situation, de gens qui pratiquent. Et donc, de fait, on se retrouve plus facilement associé, on est un peu déjà l'acteur de ses propres vacances en se transposant dans ce site. La Nouvelle-Zélande. Nouvelle-Zélande, bon, on va passer vite là-dessus, hein, chers amis du rugby. Bon, elle est pragmatique, on le savait, mais on a démontré qu'on sait l'être aussi. Et donc, je ne vais pas faire d'exploration, mais vous regarderez ce site qui le mérite quand même. Là aussi, site 16/9e, grand écran, un peu en reprenant aussi des attributs de prési, hein, ça bouge un petit peu, on a l'impression d'être accroché à une caméra de plateau, et de temps en temps, cette caméra, elle est articulée au bras d'un moteur, et elle bouge dans tous les sens. Alors, on a une première entrée qui consiste à observer une entrée en matière, les paysages, la nature grandiose, etc. Sur le même plan panoramique, on a une carte où on peut localiser, et sur le même plan, c'est le cheminement du voyageur, sur le même plan, on va se retrouver avec les outils à disposition pour réserver son séjour. On trouve que c'est pas mal ce cheminement, donc vous le regarderez et vous nous en direz davantage. L'Irlande, autre pays assez dynamique sur le sujet. Nous, ce qu'on a bien aimé, c'est le caractère, là aussi, confirmation d'un OT Théo. L'OT est organisateur de voyage avec un trip planner latéral qui permet, en quelque sorte, de déplacer des briques. Si par exemple on est intéressé par un séjour pêche au saumon qu'on va trouver à partir de la home de ce site, eh bien on va le déplacer dans le projet de voyage et on va venir le déposer ici. On va déposer aussi une sélection d'hôtels, de restaurants, location de voitures et on a notre bouquet de voyage qui est organisé. Donc ça c'est vraiment la preuve que les OT deviennent de vrais producteurs, commercialisateurs à leur profit des éléments constitutifs de leur destination. Autre rubrique, un certain nombre d'offices de tourisme prennent, peut-être à juste titre d'ailleurs, leur public pour des internautes neuneux, pour reprendre l'expression de notre ami Pierre ici présent. C'est pas moi qui le dis, c'est lui. L'internaute est neuneux. Eh bien, on a un certain nombre d'offices de tourisme qui le considèrent comme vrai, et donc ils aident les clients à avoir des idées. Alors, on a une boîte magique qui nous est proposée par l'Office du tourisme du Maroc, qui est assez sympa, qui nous fait penser au génie qui sort de sa théière avec plein de suggestions selon que l'on remplit
les faces de la boîte à disposition. Le Maroc a une problématique touristique importante, c'est-à-dire que c'est un pays dont le tourisme monte généralement avec une belle progression. Il y a parfois des bas, évidemment, mais dans l'ensemble, dans la durée, c'est une destination qui progresse, avec une contrainte qui est celle de la desserte aérienne, très massive, via des tours opérateurs sur Marrakech et sur Agadir, et une extrême concentration de touristes dans ces endroits-là. Alors que le royaume est riche de quantité d'offres touristiques, et dont tout l'objet est de faire en sorte d'accueillir des visiteurs sur son site pour démontrer l'éventail des richesses sur la carte du Maroc. Et les faces de la boîte du voyage idéal que l'on peut composer soi-même sur le site de l'OT du Maroc aident dans ce sens pour choisir son programme, son bouquet, construire son bouquet de son voyage idéal au Maroc. Donc on voit bien une astuce là entre un besoin d'information, de séduction, mais aussi de rééquilibrage des flux touristiques sur d'autres destinations marocaines. Et de surcroît, on introduit une notion sympa qui est celle du gaming, qui est celle donc du jeu. Voilà. Le générateur d'idées, vous irez faire votre test pour partir au Maroc. L'Angleterre prend soin d'une partie de ses touristes via l'inspirateur. L'inspirateur est donc un système qui permet à l'internaute d'indiquer ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Le site prend toutes ces données-là, les digère et les restitue via des suggestions sous forme d'une réponse. Cela dit, ça ne marche pas à tous les coups. Nous, on a dit qu'on aimait bien aller tester Londres plus découverte des arts. Et malgré tous les musées, toutes les galeries londoniennes, zéro contact. Donc l'aspirateur, pour l'instant, n'est pas très bien inspiré. Mais je vous invite à faire le test vous-même. C'est Visit England qui propose cet inspirateur, pas toujours successful. Alors, on a aussi une série de sites, c'est non exhaustif, hein, là aussi, hein, sensibles au contenu. L'Allemagne est un grand pays historique de photos. Ça se voit dans son site de l'Office de tourisme national allemand, avec de la photo, de la grande photo, de la grosse photo, un peu de photo, beaucoup de photos, partout de la photo, des panoramiques en photo. On sent bien qu'on a un industriel Leica qui est puissant dans ce pays. Si vous allez regarder ce site, vous serez absolument épaté par la répartition des contenus en faveur de l'iconographie, puisque les entrées en matière sont iconographiques. On est sur la home, regardez la simplicité de la home, rien d'autre. Au moins c'est clair. Et si on entre dans une rubrique, quelle qu'elle soit, on retombe sur des suggestions photos, là aussi avec le plus souvent possible de l'iconographie d'action. L'iconographie est matérialisée sur une carte en suivant. Voilà, donc plus on va entrer en profondeur, plus on sera en accord avec ce choix iconographique de l'OT allemand. Le Nouveau-Brunswick est un État ou une province, enfin nos amis canadiens nous le diront, du Canada, qui pour nous n'est pas un site fortement inspiré, mais il recèle quelques éléments de contenu intéressants, mais qui seraient à valoriser parce que pour l'instant c'est quand même assez peu séduisant. Pourquoi on a retenu cette image? D'abord pour l'anecdote. Et en même temps pour le ratage de l'exercice. Parce que finalement, voilà, pour le ratage de l'exercice. Parce que forcément, on trouve l'idée très bonne. On liste un certain nombre d'arguments qui sont des arguments purement commerciaux. Cher internaute, on va vous donner des arguments de vente clés en main. Donc on a une espèce d'argumentaire de vente là, sauf que évidemment c'est absolument illisible, il n'y a pas de prise en main du tout, etc. Donc vous le regarderez, pour nous il y a des choses intéressantes, mais on retrouve ça assez souvent. C'est l'approche commerciale mais non aboutie, quoi, non communicante. Autre approche liée au contenu et en accord avec le choix d'un marché, d'une cible particulière,
C'est un site de l'Office de tourisme du Pays de Galles, qui a plusieurs sites, et qu'il y en a un qui est dédié au marché émetteur américain. Donc ça, c'est intéressant. On a, on ne vous l'a pas dit, et vous l'avez découvert sur certains sites également, on a des mini-sites thématiques par endroit qui vont être liés à des spécificités. Sur la pêche, au saumon, je l'ai dit pour l'Irlande, mais ça marche pour la Norvège, ça marche pour l'Écosse. Sur d'autres activités liées à la montagne, en Suisse, en Autriche, etc. On a aussi des approches segmentantes à l'égard de marchés. Et le Pays de Galles a fait ça donc à l'égard des Nord-Américains, avec un angle éditorial qui est assez sympa de notre point de vue, parce qu'il raccroche l'ancrage historique médiéval de cette nation du Royaume-Uni, qui peut parler aux Américains aujourd'hui en recherche de sources ou d'inspiration historiques. Donc vous le regarderez, moi j'ai juste retenu que ce pays avait 3 millions d'habitants et qu'il avait à peu près 12 millions de moutons. C'est un rapport intéressant, voilà. Autre site qui nous paraît assez convaincant, celui-ci, parce qu'il est homogène dans ses contenus, c'est le site de l'Illinois, de l'État donc américain de l'Illinois, parce que ses contenus sont, de notre point de vue, qualitatifs du début à la fin, avec une campagne thématique saisonnière. En ce moment, on a une campagne pour valoriser les escapades, les courts-séjours d'automne. Et c'est plutôt assez réussi, avec un traitement narratif un peu inspiré de Desperate Copine, puisqu'on a une vidéo. D'ailleurs, j'espère qu'on a le son sur la vidéo en retour. Ouais. Une petite vidéo de 39 secondes, donc on va se la jouer, très, très sympa, qui donne vraiment le tempo à la fois d'une histoire et à la fois du public que l'on vise. Et le public que l'on vise, en l'occurrence, c'est quand même d'abord les résidents ou le voisinage immédiat. Bravo, non? Cette vidéo, elle est un peu dans le tempo des vidéos que l'on trouve aujourd'hui, de plus en plus dans les sites institutionnels touristiques, des vidéos vraiment narratives. C'est la sainte alliance entre le choix marketing, le ciblage d'un public, l'étude de ses comportements, de ses attentes et des éléments de sa reconnaissance, dans quoi il se reconnaît, en quoi il fonctionne, et évidemment derrière, le traitement qui permet de le mettre en mouvement. Voilà. Alors, on poursuit 5 minutes. On va le faire très vite. On poursuit très vite avec le Brésil. Alors, ce n'est pas la totalité du site du Brésil que je vais vous présenter, c'est juste un nouveau site piloté par l'Office de tourisme du Brésil, qui est dédié à 12 villes qui vont recevoir, alors je vais peut-être dire une bêtise, parce que moi je connais que le rugby, je connais pas le foot, mais qui vont recevoir, je crois, la prochaine Coupe du Monde de football. Je me trompe pas en disant ça? Et des Jeux Olympiques? Enfin, quelque chose comme ça. Il y a 12 villes, en tous les cas, qui ont été dopées par des vidéos en 360 degrés. Et ce qui est vraiment intéressant, alors là on va s'en jouer une quand même, ce qui est vraiment intéressant, c'est que ces vidéos sont tournées du point de vue du ballon. Hop. On va se faire cette dernière vidéo.
Bon voilà, j'interromps pour la suite. Donc un site absolument vidéo à 360 degrés exclusivement, rien d'autre. Donc c'est une manière aussi de présenter les destinations touristiques. On a aussi une série de sites avec les clients ambassadeurs, évidemment une très forte implication, on le sait, chez nos amis suédois. Près de 40 000 membres, une communauté de photos de 25 000 unités et une très grande implication évidemment de Suédois mais aussi de touristes qui jouent absolument le jeu. Vous pourrez regarder cette vidéo d'ailleurs de présentation du concept de l'animation de cette communauté qui est très réussie et allez vous balader également dans les belles histoires des voyageurs, elles sont plutôt bien réussies et je trouve qu'avec le succès de nos amis du Québec aussi sur leur site d'animation d'une communauté de voyageurs, c'est un très bon exemple. On n'en a pas tant que ça de réussi, en voilà deux très clairement aboutis sur le sujet. Un autre essaie de prendre la main, pas très loin d'ici, le site du Pays Basque versant espagnol, euskadi.net, avec des informations diverses et variées, mais aussi un début de communauté d'ambassadeurs, pour l'instant quand même très communauté basque, mais qui est en train de s'ouvrir aussi. Vous irez le découvrir, assez intéressant. Très belle iconographie et belle série de vidéos également. L'Islande a un parcours absolument exceptionnel sur le sujet avec une nouvelle campagne lancée par le président de l'Islande qui veut inviter chacun des touristes chez lui et qui invite chacun des Islandais à recevoir des touristes à domicile. Donc on est bien sur une communication nouvelle qui est celle du retour de l'hospitalité. C'est l'hospitalité numérique qui est mise en œuvre, donc avec un message du sémillant président de l'Islande ici. Et une autre approche bien sympa qui est celle d'un Islandais qui nous invite à une partie d'ice cream. On va se la jouer en 39 secondes. On a un petit problème de son, on se retrouve le son du Brésil derrière. Non. Il était ici, ouais, voilà. On va la redémarrer. Je la rejoue. Elle est très courte. My name is Ragnar Þorvarðarson. I work at the Chamber of Commerce and I'm a member of the board of AFS Intercultural Programs in Iceland. I would like to invite you for a traditional Icelandic ice cream car ride with me and my friend. Voilà, ils sont bien sympas ces Islandais, ils vous invitent à faire du couchsurfing et ils sont de bons greeters, je trouve que c'est assez ingénieux de leur part. Chicago, on passe très vite et toujours dans la logique de communiquer via des résidents qui sont des ambassadeurs qui invitent à des suggestions, à ce qu'ils pratiquent et qui formulent des recommandations. Je passe très vite sur cette partie. La Suisse, dans laquelle le groupe des sites, des initiatives Web 2, je n'y reviens pas très longuement, tout le monde plus ou moins parmi nous, c'est même certains, a joué avec Paul et Sebi pour gagner une semaine de vacances en Suisse absolument déconnectée. Et vous avez absolument découvert avec quelle maestria votre ego de geek pouvait être flatté par les parcours de nos amis qui découvraient absolument tout de nos profils. Donc ça, c'est une très bonne démonstration d'une animation ludique et commerciale de myswitzerland.com. L'Angleterre, fidèle à elle-même, valorise via une communauté sur Facebook l'Union Jack et ses productions commerciales. On est sur une page qui a un énorme succès, plus de 500 000 likers je crois, et chaque fois qu'il y a une proposition, il y a plus de 1000 soutiens, pas autant de commentaires, parfois ce n'est que du reroutage, mais c'est très très promotionnel.
Et enfin, on a, avant-dernière catégorie, des sites d'institutions touristiques qui pensent aussi aux non-touristes. Je passerai rapidement sur ce site B2B du ministère du Tourisme espagnol, qui est un site complet dédié aux professionnels, aux socioprofessionnels, avec un traitement des données que je trouve assez admirable, que je vous invite à regarder. Je ne vais pas entrer dans le site là, mais vous irez regarder ça. On a absolument toutes les données statistiques, d'offres, etc., qui sont traitées de manière absolument remarquable. Et deuxième site espagnol d'intérêt de notre point de vue, c'est celui de l'Office de tourisme de Riron sur la côte nord atlantique, qui mélange assez aisément de la communication pour ses résidents et de la communication pour ses touristes. J'expédie rapidement parce que je crois que mes 5 minutes sont passées. Et je conclue par un regard sur la mobilité. On n'a pas fait de test particulier sur la mobilité. Simplement, on a regardé le site de Hong Kong parce que il propose un certain nombre d'applications, une générale et des applications thématiques. Et ces applications, on a fait une espèce de pot pourri d'extraits d'images de ces applications, ont des traitements des fois extrêmement différents, très graphiques, j'allais dire très, très papier sur la partie basse ici. Vous irez regarder, ils ont une majorité d'applications sous OS iPhone, d'autres aussi sous les autres plateformes. Alors, en conclusion, l'e-tourisme institutionnel mondial, comment est-il? Il est vif, il est coloré, il est joyeux. Je trouve qu'il est d'un niveau qualitatif de plus en plus élevé. L'exhaustivité est morte, c'est certain. On est désormais sur de la sélection de contenu, d'informations, mais aussi sur la sélection des publics auxquels on s'adresse. Et ça, c'est nouveau. On n'a plus de sites exhaustifs sur les contenus et de sites exhaustifs sur les publics auxquels on s'adresse. On fait des choix. Et deuxième grande idée, je l'ai déjà évoqué, l'expérience désormais est au même niveau que les qualités techniques, géographiques, intrinsèques de la destination. Ce web e-touristique international, il est de plus en plus en observation, il est de plus en plus en partenariat, on s'observe, il est de plus en plus interconnecté. Et cette idée de l'interconnexion, ça sera mon mot de la fin, elle n'est pas nouvelle, elle est très ancienne et elle est aussi résolument internationale. Je vous remercie. Merci beaucoup François. Merci François pour ce petit tour. On passe vite au SAV, beaucoup de tweets. Beaucoup de tweets, beaucoup de réactions, peu de questions. Une qui m'a intéressé, c'est est-ce que tu as comparé avec le site Rendez-vous en France? C'était taquin sans doute. Je ne suis pas obligé de répondre à toutes les questions. Et Pierre, je t'en prie. Oui, alors beaucoup de monde te demande si ta grille d'analyse est à disposition. Elle se monnaie. Attention François. Voilà la réponse. Paf. Non, sinon il y avait aussi quelques retours sur le cannibalisme visuel in Deutschland et ailleurs. Quelle est la limite de faire du visuel sur les sites de destination aujourd'hui? Alors, la limite, je ne sais pas, mais ce qu'on a observé, c'est que depuis le temps qu'on fait un peu de benchmark sur les sites web institutionnels, depuis 5 ans, depuis que le blog tourisme.info existe, on a observé qu'on est passé dans ces sites-là dans un rapport qui aujourd'hui à peu près de 80% donné à l'iconographie sous toutes ses formes, à 20% pour la partie d'information textuelle. On est dans ce rapport globalement. C'était pas du tout ça quand on a démarré ces principes de benchmark. Alors, est-ce qu'il y a une limite? Je ne sais pas. Je trouve que les sites qu'on a observés là, globalement, ils fonctionnent bien. Ils sont plutôt très avenants et ils ont une grande capacité à la fois à satisfaire les besoins techniques, d'information et de transformation du prospect en client, et puis aussi l'information que l'on veut chercher pour rêver sur une destination.
Juste Rabilos, le temps qu'ils reprennent le micro. Alors, merci pour les Charlotte n'est pas aux fraises. Il y a eu plein de jeux de mots. Hein. Bravo François. Bravo, je n'attendais pas moins de vous. Tu as créé de la créativité. Oui, aussi, Ludovic voulait vous dire que les ET8, vu qu'il y a les Jeux Olympiques, la Coupe du Monde, et qu'il y aura les ET8 au Brésil, mais ça, il le dira tout à l'heure. Pas mal de questions sur les benchmarks mobiles. Alors, c'est vrai que tu en as parlé à la fin. Peut-être qu'on peut se note pour plus tard de refaire la même technique pour des sites mobiles. Et juste, j'en profite jusqu'au bout. En résumé, ce qu'on a vu, c'est ouais, il nous faut du contenu. Oui, on vous confirme. Ouais, il faut du contenu. Il n'y a pas que le SIT qui fait les fêtes et manifs automatiquement. C'est très bien. Il faut créer du contenu aussi. Et Google, le premier, vous le dit. Et oui, on l'a vu encore là, du contenu multimédia qui sera très important. Et je finis juste. Vous avez vu que ce benchmark était surtout un benchmark de photos, vidéos. J'insiste sur la vidéo, vous avez vu plein de vidéos sympas. J'en profite pour refaire la pub de l'initiative alsacienne qui a eu lieu pour la 4e année. Bravo Christophe, tu peux te mettre debout. Le FIFT, le Festival international du film touristique qui se passe en Alsace, alors moi j'ai eu la chance d'y participer la semaine dernière. On vous recommande fortement de vous intéresser à la 5e édition. Envoyez vos vidéos, envoyez du contenu. Il y a vraiment une initiative sympa en Alsace qui s'est créée. Et puis, dernière question, François, qui vient d'arriver. Ton coup de cœur en France? Ah, à l'instant, là, comme ça. C'est pas le Pays Basque? Ouais. Non, j'en ai pas spontanément là, à l'esprit qui me. Mais les coups de cœur en France, on les passe malgré tout assez souvent quand même dans le blog. Dans le blog, voilà. c'est vrai. Très bien, écoute, on te remercie François pour ce tour. Bravo.